Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Deuxième épisode et deuxième prologue pour ce jeu Vampire Chapters, édité par Flyos Games et distribué par Funforge. Aujourd'hui, on va parler du personnage malkavien, le personnage Harold Beaulieu. Si vous avez loupé le premier épisode, eh bien vous le trouverez ici. L'idée de ces prologues est de pouvoir vous amener les mécaniques au fur et à mesure, les différentes règles et évidemment la narration liée à chacun de ces personnages. Donc je vous conseillerais vivement de les suivre dans l'ordre. On commence tout de suite. Et nous voici de retour sur Vampire de la Mascarade Chapters, donc deuxième épisode, deuxième prologue comme je le disais. Le premier concernait donc le personnage d'Aren Conway qui était une gangrel en devenir. On passe donc à ce prologue là qui est celui d'Harold Beaulieu. Au programme de ce prologue, on va voir les phases d'investigation donc, qui sont liées donc, à ce jeu. Vous allez voir comment est-ce que ça fonctionne. Donc on a évidemment toujours pareil, le livre qui indique la mise en place. Donc ici, j'ai mis en place cette tuile qui est indiquée 04. On a notre personnage de Harold Beaulieu qui se trouve donc représenté par cette figurine. Et on a donc 4 jetons, des jetons d'investigation. C'est des jetons qui vont faire référence directement au livret donc, que l'on a, le livret qui est lié donc, à ce prologue. Et ensuite, au niveau de... des autres instructions, eh bien jeu solo toujours, que ça c'est normal, on est sur les prologues. L'objectif, découvrir ce qui est arrivé à notre bureau, donc ça vous allez comprendre avec le texte narratif. Si vous ne voulez pas entendre parler du texte narratif, eh bien comme pour la vidéo précédente, je chapitrerai de telle manière à ce que vous puissiez passer cette partie-là. Si vous voulez vraiment vous intéresser qu'aux mécaniques ou si vous voulez pas avoir toute l'histoire parce que vous voulez pas être trop spoilé, même si ça reste que le prologue, attention. Et donc il y aura, comme pour Aren Conway, donc le premier prologue, ce personnage-là n'est pas encore un vampire, il n'a pas encore subi l'étreinte, donc il est encore humain. Donc qui dit humain, dit pas de soif du sang, pas de discipline, de discipline vampirique, évidemment. Donc on commence bien sûr par lire cette partie-là, donc le prologue du malkavien. Les fortes chutes de neige de ce soir rendent la visibilité presque nulle sur la route. La radio diffuse la même tribune sur les événements internationaux que vous avez entendus toute la semaine. Votre relation avec votre femme, depuis 7 ans, Barbara, ne va pas très bien. Ce soir, comme tant d'autres nuits, vous êtes rentré chez vous en étant accueilli froidement. Son silence en disait long sur son humeur. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'une dispute éclate, et comme d'habitude, vous avez préféré retourner au bureau pour lui laisser de l'espace. Votre bureau est votre sanctuaire, le seul endroit de la ville où vous avez l'impression d'avoir encore le contrôle sur les choses. Dans cet espace, vous vous sentez utile, nécessaire même. Alors que vous conduisez dans la neige, vous commencez à voir la silhouette de votre bureau se dresser, droite et sombre dans la nuit. Seule la lumière au-dessus de la porte d'entrée est restée allumée. Vous garez votre véhicule dans le stationnement d'à côté. Vous vous demandez si vous allez être coincé ici, et vous commencez à penser que cela pourrait être une bonne chose. Vous montez les marches et déverrouillez la porte d'entrée. En marchant dans le couloir menant à votre bureau, vous avez l'impression que quelqu'un a marché sur votre tombe. Vous ouvrez les yeux, et poussez un soupir de soulagement alors que vos yeux fixent votre bureau si familier. Mais où est votre miroir? Et pourquoi y a-t-il des papiers en tas sur votre bureau? Est-ce une effraction? Votre première pensée est d'appeler la police. Mais que vont-ils dire si ce n'est qu'une maladresse de la femme de ménage? Vous pensez qu'il serait peut-être préférable de jeter un coup d'œil avant d'appeler les flics. De cette façon, vous pourrez également leur donner plus d'informations lorsqu'ils se présenteront. L'objectif donc, découvrir ce qui est arrivé à notre bureau et on nous demande de commencer par lire l'événement E1. Donc hop, on reprend notre livret comme d'habitude, et là attention, dans la table des matières, vous voyez, il y a plus de choses que lors du premier prologue. Le premier prologue était axé exclusivement sur du combat, donc il y avait peu de choses en rapport avec la narration. Et là vous avez donc du dialogue, de l'investigation, etc. Donc nous ce qui nous intéresse c'est l'événement, donc page 65, hop. Donc on va avancer directement page 65, événement E1. Il est temps d'investiguer. Donc on nous explique qu'on va pouvoir investiguer la pièce en plaçant notre personnage sur un ex adjacent à un jeton de zone d'investigation de votre choix. Alors, je vais vous expliquer très rapidement comment ça marche. Vous avez des phases qui sont, lorsque vous jouez à Vampire Chapters, des phases qui ne sont ni des phases de dialogue, ni des phases d'investigation, ni des phases de combat. Lors de ces phases-là, ce sont une sorte de phase intermédiaire. En gros, vous allez à tour de rôle pouvoir vous déplacer et réaliser une action. Lorsque vous jouez tout seul ici, ça n'a pas lieu d'être. Finalement, vous allez tout faire comme vous le souhaitez. Donc là, en gros, ce que vous dit, c'est que vous allez pouvoir vous placer directement à côté d'un hexagone. Par contre, lorsque vous allez jouer donc à plusieurs,
et lorsque vous allez surtout rentrer dans la campagne, vous allez devoir donc alterner ces rôles-là. Alors parfois l'utilité sera minimale, l'intérêt sera minimal puisque vous allez finalement vous dire, bah moi j'aimerais bien inspecter ce truc-là, donc vous allez vous déplacer, faire votre action, et puis ensuite vous allez donc tourner autour des joueurs dans le sens des aiguilles d'une montre en gros. Mais finalement le but lorsqu'il n'y a pas d'interaction, lorsqu'il n'y a pas de dialogue, et lorsqu'il n'y a pas de combat ou quoi que ce soit, eh bien c'est de vous dire je veux aller à cet endroit-là, et vous le faites, voilà tout simplement. Donc là, lorsque vous jouez en solo, bah, il n'y a pas de cette notion-là, mais sinon il aurait fallu se déplacer d'un nombre de cases qui correspond, alors je ne sais plus exactement, ça je pourrais vous le redire plus tard, mais qui correspond, il me semble, à votre physique plus 1. Donc là, on va donc aller, comme nous dit le jeu, directement adjacent à l'un de ces jetons-là. L'idée, c'est que vous allez pouvoir donc investiguer ces différents jetons. Donc si par exemple je souhaite investiguer le jeton numéro 1, je me mets à côté, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on me dit? Alors une fois que j'ai fini de chercher dans toutes les zones, hop là, je passe à l'événement 2. Donc là, évidemment, je n'ai pas encore commencé. Donc on retourne à la table des matières et on est sur un jeton d'investigation. Le jeton numéro 1, c'est le canapé. Alors, est-ce qu'on le voit ici? Hop, le canapé. Je ne le vois pas spécialement. Si, bah forcément. Le canapé, il est dessiné ici. Voilà. Donc, vous vous déplacez là et vous prenez la partie canapé. Donc page 21. Hop, page 21. En vous approchant du canapé, vous entendez un craquement et sentez que vous avez posé le pied sur quelque chose de solide. En levant votre pied, vous apercevez un fragment de miroir planté dans la semelle de votre chaussure. Vous faites quelques pas prudents en direction du canapé pour trouver que non seulement quelqu'un a décroché votre miroir du mur, mais l'a aussi fracassé contre le canapé. Donc on reprend les tests, je vous l'ai expliqué dans le prologue précédent, faire un test mental plus recherche. Donc je prends ma valeur de mental qui correspond à 3D, donc j'ai 3D noirs, on ne parle toujours pas de dés rouges ici, on n'est pas un vampire, donc si vous avez déjà des notions de règles, eh bien ne soyez pas surpris vis-à-vis de ça. Et recherche, donc j'ai 3 en recherche, j'ai 3 coches, ça signifie que j'ai déjà 3 succès. On me demande de faire, si je fais 0 à 4 succès, je vais aller au paragraphe 1, 5 succès et plus, pardon, au paragraphe 2. Donc je lance ces dés là. Hop, j'ai fait 2 et 1, 3, pareil, hein, pardon, c'est pas un 2, excusez-moi, c'est 2, le 1 et 1, donc j'ai 2 et là un raté. Donc 2, 3, 4, 5, 5, ça me permet d'aller directement au paragraphe 2, donc IN2, investigation 2. Donc je retourne, investigation 2, on essaie de pas regarder l'autre, le canapé. Les morceaux sur le canapé ne complètent pas tout le miroir, quelques fragments sont manquants et les autres ont été réorganisés pour faire un plus petit miroir. Alors que vous vous déplacez pour voir de plus près, vous apercevez que les rideaux de votre bureau ont été laissés ouverts et la lumière de la lune reflète sur les fragments de miroir. À en juger par la distance et l'angle de la lumière, c'était délibéré. Les Romains pensaient qu'enterrer un miroir cassé au clair de lune annulait la malchance provoquée par le bris, une sorte de recommencement si vous voulez. Une fois que l'on a donc investigué, il va falloir émettre une hypothèse vis-à-vis du pourquoi, du comment de ce que vous investiguez. Donc là, par exemple, ici, le miroir, pourquoi a-t-il été brisé, pourquoi a-t-il été déplacé, et là, il va donc falloir émettre une hypothèse parmi celles qui sont fournies. On vous le dit ici, dans ce petit cadre-là, donc ce petit cadre est didacticiel, grosso modo. Faites la déduction qui vous semble la plus juste, puis retournez le H hypothèse relié à ce choix. Donc on me dit, j'ai 3 hypothèses. Quiconque a fait cela vous envoie un brillant message sur les deuxièmes chances. Dans ce cas-là, je lis l'hypothèse 1. C'était un accident. Quelqu'un a fait tomber le miroir et s'est empressé de ramasser les morceaux du mieux qu'il pouvait. Là, c'est l'hypothèse 2. Un miroir cassé reflète un visage brisé. Il s'agit d'une menace. Hypothèse 3. On va aller dans le sens de ce qui a été déduit donc vis-à-vis du paragraphe 2. Évidemment, gardez en tête que j'ai réussi mon test. Si j'avais échoué, j'aurais eu certainement moins d'informations et donc des hypothèses qui auraient été plus dures il aurait été plus difficile de d'émettre une hypothèse correcte. Donc là, je passe sur l'hypothèse 1. Il est vrai que vous vous êtes senti éparpillé dernièrement. Vous vous êtes confié à quelques-uns de vos collègues, mais aurait-il vraiment pris la peine de vous envoyer un message aussi étrange ? Un esprit brisé, un homme brisé, un mariage brisé. C'est comme si le miroir vous connaissait, qu'il reflétait le vrai Harold. Peut-être que ce soir est votre point de rupture, peut-être que vos 7 années de malchance sont terminées et que cette nouvelle année commence. On me dit de retirer en noir le jeton zone d'investigation numéro 1 de la tuile. Donc c'est ce jeton-là, hop, évidemment on l'a investigué, on n'en a plus besoin. Je prends 2 jetons de succès d'investigation. Alors, je les ai préparés, évidemment.
Donc ces jetons de succès d'investigation, ils serviront lors d'une hypothèse finale qui est liée à chaque phase d'investigation. Lorsque vous avez terminé une phase d'investigation, à la fin, vous allez pouvoir donc émettre une hypothèse finale qui va être également liée au nombre de succès d'investigation que vous avez. Plus vous avez de succès, plus votre hypothèse finale risque d'être correcte. Si tous les jetons de zone d'investigation ont été retirés, ce n'est pas le cas, sinon reprenez le jeu. Donc là, vous l'avez compris, je pense, on va poursuivre notre investigation. On va se déplacer ici pour le jeton numéro 2. Je reprends ma table des matières, le jeton numéro 2, c'est l'inspection du bureau. Donc page 29. Le bureau. Votre bureau est sans dessus-dessous. Quelqu'un a éparpillé tous vos papiers et vos fournitures. Vos cadres photos ont été renversés, la plupart de vos précieux stylos ont été cassés et l'encre s'est déversée sur vos dossiers. J'ai deux choix. Je peux ranger la surface de mon bureau, donc dans ce cas-là je vais au paragraphe 1, ou je vais pouvoir inspecter les tiroirs, paragraphe 2. Donc, je me dirais bien que j'irai inspecter les tiroirs, donc paragraphe 2. Quelqu'un a joué avec vos papiers. Vous vous souvenez de la note à propos de la numérisation de vos fichiers, et vous savez que vous êtes en retard sur cette tâche. Si c'est l'idée que quelqu'un se fait d'un rappel, il aura cher à payer. Vous ouvrez chaque dossier et triez les feuilles volantes pour les remettre en ordre. Quelqu'un a laissé des notes partout dans vos dossiers. Quelques mots ont été encerclés ou ajoutés. Faites un test de mental plus vigilance. Donc vous l'avez compris, mental, on est toujours sur le même point, j'ai 3 points. Vigilance, j'ai 2 succès. Je lance ces 3 dés, hop, j'ai 2 échecs et une réussite, ce qui me fait 3. On me dit 4 succès et plus pour pouvoir lire le paragraphe 4. Donc, comme dans le prologue précédent, je vais pouvoir utiliser de la volonté pour relancer jusqu'à 3 dés. Hop, et j'ai un succès supplémentaire, 1, 2, 3, 4, ça me suffit, je passe au paragraphe 4. Évidemment, l'idée, je pense que vous l'avez comprise, c'est plus vous avez de succès, plus vous avez de chances de réussir. C'est comme ça que j'interprète en tout cas ces tests. Donc, ce qu'on nous dit aussi, pardon, je ne l'avais pas vu, si j'ai le jeton indice numéro 1, je peux lire le paragraphe 4. Je n'avais pas le jeton indice numéro 1 à ce moment-là, donc je ne sais pas ce que c'est, je peux poursuivre de cette manière-là. Les jetons indices, je vais y revenir, ce sont, hop, ce type de jetons-là. C'est ça, par exemple, ça c'est le jeton indice numéro 1. Potentiellement, vous allez les récupérer en investiguant. Si j'avais investigué autre chose avant, eh bien peut-être que j'aurais récupéré ce jeton-là qui m'aurait aidé à ce moment-là. Les mots encerclés, les commentaires ajoutés dans la marge, on dirait que quelqu'un a voulu vous laisser un message. La plupart des dossiers qui ont été manipulés traitent de victimes d'abus, de patients violents et de patients atteints de troubles dissociatifs. De plus, les notes semblent indiquer un jugement chronique. La personne qui a écrit les notes prétend analyser les patients seulement via l'information que vous avez laissée, comme si elle jouait au psychiatre. Rebelote, on refait une déduction. Première hypothèse. Les notes concernent des patients à tendance extrême. La personne qui a fait cela ressentait une attirance envers ces cas parce qu'ils lui ressemblent. Les notes sont un reflet de ces fantasmes. Seconde hypothèse. Toutes les notes ont été laissées sur des dossiers clos. La personne qui a fait cela a voulu souligner vos échecs passés et mettre en évidence votre manque d'expérience. Et enfin, la dernière hypothèse, pardon. Le contenu de ces notes est un bluff. N'importe qui aurait pu faire des suppositions basées sur vos observations. Vous devriez plutôt vous concentrer sur l'écriture. Ça pourrait être un indice. Donc là, difficile de sélectionner, en tout cas pour ma part. Je partirai sur le premier. Donc, l'intrus n'a manipulé que des dossiers très complexes. En naviguant à travers ses commentaires, il est clair qu'il s'agit de quelqu'un qui ressent une attirance pour ces cas. Cela pourrait être dû au fait que l'intrus a ressenti une sorte d'affinité envers eux, ce qui en ferait un patient, peut-être même un patient actuel. On prend un jeton de succès d'investigation. Alors sachez que même si l'hypothèse n'est pas la meilleure, vous pouvez vous retrouver avec des succès d'investigation. Il est possible, donc vous l'avez vu lors de la précédente hypothèse, de la précédente investigation, que j'ai obtenu donc 2 succès d'un coup, ce qui peut potentiellement dire que c'était la bonne déduction. On me dit de retirer le jeton d'investigation numéro 2 de la tuile, bien sûr. Je n'ai pas terminé d'investiguer les jetons, donc on poursuit. Je vais le faire dans l'ordre, tout simplement. Alors c'est peut-être pas une bonne chose, mais bon, on va le faire dans l'ordre. Jeton d'investigation numéro 3, on va vérifier l'ordinateur, page 39. Votre ordinateur est allumé, mais l'écran est éteint. Vous ne vous souvenez pas avoir laissé votre ordinateur en fonction en quittant votre cabinet. Quand l'écran s'allume, vous êtes salué par un bureau inconnu. Une multitude de fichiers audio et vidéo s'y trouvent, mais aucun signe de votre travail ou de vos dossiers personnels. Vous ne voulez pas les ouvrir, mais votre curiosité l'emporte sur vous. Avec une main, vous attrapez le téléphone et composez le 911. Pendant qu'avec l'autre, vous faites glisser le curseur sur une des icônes. Avant que l'agent réponde, vous cliquez sur un fichier. C'est une vidéo de vous et votre femme, au lit, la nuit.
La vidéo a été filmée par la fenêtre de votre chambre. Vous paniquez et vos pensées s'emballent. Est-ce du chantage? Si c'est le cas, devriez-vous vraiment appeler la police? S'ils l'apprennent, ils feront peut-être du mal à votre femme, peu importe qui ils sont. Une curiosité morbide s'empare de vous. Vous raccrochez. Faites un test mental, plus technologie. Donc celui-ci, technologie, j'ai un succès. 3D pour le mental. Donc ça, c'est un 2, 1 et 0. Donc j'ai 3 et un 4. Parfait, je passe au paragraphe 2. Vous ouvrez les fichiers audio. Ce sont des enregistrements des séances de thérapie avec vos patients. Quelques-uns ont clairement été enregistrés de l'intérieur de votre bureau, d'autres de l'extérieur. Les enregistrements remontent jusqu'à 2 ans auparavant, et ils couvrent presque tous vos patients. À l'exception de Lydia. C'était facile à rater, mais après quelques minutes d'examen, vous vous rendez compte que tout ce que vous aviez sur Lydia Moscato a été supprimé. On sélectionne une hypothèse. Première hypothèse. Un de vos collègues tente de saboter votre travail. Seconde hypothèse. Lydia est derrière tout ça et essaye de couvrir ses traces. Et enfin, troisième hypothèse. Quelqu'un tente de vous faire chanter. Donc je partirai sur la seconde, qui paraît la plus évidente finalement. Les fichiers de Lydia Moscato sont manquants et tout le reste a été déplacé pour camoufler cet acte. Il s'agit d'une tentative de votre patiente pour nuire à votre travail. Je prends 2 jetons d'investigation, de succès d'investigation, pardon. Je retire, hop, le jeton numéro 3 qui est lié donc à l'ordinateur, et je prends le jeton indice numéro 2 qui pourrait être utile à un moment donné. Hop, donc le numéro 2, c'est celui-ci, donc je vous ai expliqué tout à l'heure, des fois il y a des références qui sont faites à ces jetons d'investigation qui donc permettent de débloquer des lignes de dialogue ou des hypothèses supplémentaires. Je n'ai pas terminé, donc on poursuit et on va aller sur le dernier. Donc je le rappelle une dernière fois, mais je me déplace là sans vraiment compter, puisque en fait il n'y a pas d'autres interactions possibles, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de personnage de dialogue, donc il n'y a pas lieu d'être de s'arrêter et de reprendre un tour. Et de compter les tours, pardon. Et donc enfin on arrive au 4, l'étagère, page 47. Donc, bibliothèque. Les livres sur votre bibliothèque ne sont pas les vôtres. Normalement, vous gardez du matériel de référence sur la psychothérapie, la thérapie comportementale et la dissonance cognitive. Ce soir, à la place de vos livres habituels, vous remarquez les livres suivants. Traités sur les apparitions spirituelles et les vampires ou revenants de Hongrie, Moravie et Halle de Antoine Augustin Calmet. La maison près du cimetière de Joseph Sheridan Le Fanu. Au-delà des portes des rêves de Lynn Carter, édition Livre Belmont. Plaidoyer pour Gilles de Rais de Jean-Pierre Bayard. Y a-t-il un indice qui se cache dans ces livres? Faites un test mental plus vigilance. Mental, toujours pareil, j'ai 3, vigilance, j'ai 2 succès. Donc j'ai 1, 2, 3, plus 2, 5. 4 et plus, je lis le paragraphe 2. Pour l'instant, tout se passe bien. Les livres ont tous un aspect en commun, les vampires. Sheridan était l'auteur de Carmilla, le traité de Calmet parle de vampires, et même Gilles de Rais était à un certain moment considéré être un vampire par ses contemporains. Des livres liés aux vampires, mais aucun signe de Dracula ou Twilight. Quel est le message qui se cache derrière tout ça? Première hypothèse. Les livres forment une énigme qui expliquerait tout si vous pouviez la résoudre. Seconde hypothèse. Les livres cachent un message codé, laissez là uniquement pour vos yeux. Et enfin, dernière hypothèse, les livres sont un reflet de l'esprit de celui qui les a laissés là. Eh bien, on va passer sur le premier. Donc, les livres forment une énigme qui expliquerait tout si vous pouviez la résoudre. On passe donc à l'hypothèse numéro 3. Les vampires dans la fiction sont connus pour être des experts manipulateurs, maîtres du subterfuge et de l'occultisme. La personne derrière tout ça veut que vous regardiez au-delà de l'évidence, que vous ouvriez votre esprit aux possibilités qui semblent cachées. Je prends 2 jetons de succès d'investigation. Et hop, 1 et 2, et je retire ce jeton-là, donc on a tout investigué. Si tous les jetons de zone d'investigation ont été retirés de la tuile, je lis l'événement numéro 2, donc les événements sont à la fin. L'arrivée de Lydia. On frappe doucement à la porte. Dans l'embrasure de la porte se tient l'une de vos plus anciennes patientes récurrentes, Lydia Moscato. Elle entre dans votre bureau, mystérieuse et charismatique. Cette attitude lui va bien, mais ce n'est pas habituel. Que se passe-t-il ce soir? Donc on me demande de placer ma miniature, donc ma figurine ici, derrière mon bureau, et le personnage de Lydia Moscato sur l'hexagone indiqué. Donc je prends le personnage de Lydia Moscato, que hop, je place ici. Voilà. Si je ne me suis pas trompé, vous voyez, c'est bien identifié ici. Donc ici, on a une petite bulle de dialogue indiquée, donc ça signifie simplement que l'on va pouvoir communiquer, qu'on va pouvoir dialoguer avec ce personnage.
Et maintenant, on me dit, évidemment, d'aller dialoguer avec Lydia Moscato, donc on passe en D1. Je tombe bien, je tombais sur la page, donc Lydia Moscato, la voilà. Donc très jolies illustrations. Lydia entre dans votre bureau, elle se penche contre le cadre de porte et jette un long regard dans la pièce. « Bonsoir, Harold. »« Mademoiselle Moscato, bégayez-vous. Que faites-vous ici? Nous sommes fermés. »« Je suis venu vous voir, Harold. J'avais besoin de vous voir. » Lydia continue à regarder autour, presque comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un d'autre soit là. Elle n'est pas censée être là. À vrai dire, n'aviez-vous pas verrouillé la porte derrière vous? Tout de même, elle a peut-être besoin d'aide. En tant que thérapeute, vous vous sentez appelé à aider. J'ai deux choix. Soit je la renvoie, soit j'essaye de comprendre ce qu'elle veut. Ces deux choix sont liés à un test différent, donc lié au social, mais soit intimidation, soit intuition. On va essayer de comprendre ce qu'elle veut. Donc par exemple, social, j'ai 2 dés à lancer. Intuition, j'ai 2 succès. Donc je prends, hop, 2 dés, et donc c'est une difficulté 3, il va falloir que je fasse au moins 3. Donc en sachant que j'ai déjà 2 succès, donc il va falloir que j'en fasse au moins 1 grâce au dé. Hop, donc là c'est un 0, alors pardon, c'était un 0, hop, c'était un 0 et un 0, donc c'est un échec. Néanmoins, je ne vais pas en rester là, je vais utiliser de la volonté pour relancer ces 2 dés, essayer de faire mieux. Voilà, j'ai un succès, donc ça c'est parfait. Enfin, c'est parfait, c'est ce qu'il me fallait en tout cas. Donc j'ai un succès ici, plus 2 grâce à intuition, j'ai 3 succès, on me demandait difficulté 3, c'est un succès, je passe au dialogue numéro 4. Évaluation rapide. Il se pourrait qu'elle souffre d'un épisode psychotique. Elle n'est assurément pas habillée pour être dehors dans le froid hivernal et son comportement est beaucoup plus séducteur qu'à l'habitude. Honteusement, vous vous rappelez l'avoir désirée à un certain moment. Vous n'avez jamais agi sur ses désirs et ne les avez certainement jamais laissés paraître, à part en ce moment même. La façon dont elle est habillée, son rouge à lèvres foncé, comme si elle savait précisément ce que vous trouvez attirant. Si j'ai le jeton d'indice numéro 2, c'est mon cas. J'ai le jeton d'indice numéro 2 qui était lié à l'investigation de l'ordinateur qui, lorsqu'on a fait une hypothèse disant qu'on pensait, on savait que c'était elle qui était rentrée dans le bureau. Donc hop, j'ai le jeton d'indice numéro 2, je vais le conserver, il ne me pas marqué qu'il faut que je le jette. Je passe donc au dialogue numéro 7, tout simplement. La coupable. C'était elle depuis le début. Vous vous précipitez vers le téléphone pour appeler la police. Alors que vous attrapez le combiné, Lydia fait quelques enjambées rapides dans votre bureau et arrache le câble de la prise. Elle a dû voir votre réaction, car elle change son comportement immédiatement. Asseyez-vous, Harold. Mettez-vous à l'aise. Sa voix redevient aguicheuse. Elle s'avance langoureusement vers votre bureau et se penche au-dessus. Vous ne le regretterez pas. On a 2 choix. Soit on la raisonne, soit on lui obéit. On va tâcher d'être raisonnable. On va la raisonner. Enfin, on va essayer. Une nouvelle séance. Mademoiselle Moscato, s'il vous plaît, Harold, appelez-moi Lydia. Nous sommes ensemble depuis des années. Son comportement, son choix des mots, elle n'est vraiment pas elle-même cette nuit. Vous décidez de la divertir, d'utiliser cette opportunité pour la faire parler. Vous trouvez quoi faire. Mademoiselle Moscato, lors de notre dernière séance, vous avez mentionné votre mépris de l'autorité. Désirez-vous élaborer sur ce sujet? Vous croisez les jambes et adoptez la posture que vous prenez au début des séances. Donc je dois faire un test de social plus persuasion, difficulté 2. Alors si on regarde, j'ai 2 dés à lancer, persuasion 2 succès, donc ça va déjà être une réussite. Je dois avouer que là pour l'instant, pour le coup, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut échouer. Donc je sais que dans ma copie, il y a quelques petites erreurs, quelques petites coquilles, donc peut-être que ça en fait partie, mais en tout cas, il n'y a pas de raison que j'échoue à ce niveau-là. Donc je lance quand même les dés par principe, voilà, j'ai 2 et 1, donc 3, 4, 5, j'étais largement au-dessus, donc succès, je peux lire des 11. Forte volonté. Lydia est amusée par vos tentatives pour regagner le contrôle de la situation. Elle bat les yeux quelquefois avant de dire « Vous avez une forte volonté, monsieur le thérapeute. » Vous demeurez silencieux. « Je ne m'attendais à rien de moins de votre part, dit-elle. Je ne suis pas ici pour de l'aide, Harold. Vous êtes venu ici pour moi. » Ces paroles ne font aucun sens. Vous craignez que sa situation ne s'aggrave au fur et à mesure qu'elle demeure sans aide. Je peux résoudre tous vos problèmes et Dieu sait que vous en avez beaucoup. Votre femme, vos finances, vos frustrations. J'ai 2 choix. Soit je crois comprendre ce qui se passe réellement et je lis la discussion finale. Ou soit je tente d'inverser les rôles. On va essayer de poursuivre, on va inverser les rôles. Lydia, êtes-vous en train de dire que vous avez passé les 7 dernières années de votre vie à tenter de contrôler la mienne dans le vague espoir que, à cet instant précis, j'accepte la proposition que vous me faites? Votre ton passe de thérapeute empathique à un ton plus sinistre, plus menaçant. Vous êtes sérieusement troublée, Madame Moscato. Le monde ne tourne pas autour de vous ou de vos besoins. Vous feriez bien d'écouter mon avertissement. Arrêtez cette absurdité et faites-vous aider, tout de suite. Lydia feint la surprise et affiche aussitôt un sourire. Dites donc, Harold, je ne me trompais pas au final. Vous ferez très bien l'affaire. Vous venez de me prouver que vous êtes exactement la personne dont j'ai besoin. Je gagne un succès d'investigation.
Et là, je n'ai pas le choix, je pense comprendre ce qu'il se passe vraiment. On passe donc à la déduction finale, donc déduction finale liée à ces phases d'investigation, donc page 57. La déduction finale, c'est ce qu'on vous explique, met fin à la séquence d'investigation, et donc c'est les jetons de succès d'investigation qui vont vous permettre de sélectionner l'une des hypothèses indiquées, l'une des déductions indiquées, grâce donc au nombre de succès d'investigation que vous avez. Certains éléments que vous avez rassemblés jusqu'à présent peuvent vous aider à comprendre la vraie nature de Lydia, ainsi que les événements qui se sont déroulés d'ici ce soir. Donc, si j'ai de 0 à 3 jetons, si j'ai de 4 à 6 jetons, et si j'ai 7 jetons ou plus, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc je suis largement au-dessus, enfin largement, je suis au-dessus, donc je suis sur la dernière partie, donc la déduction finale, j'ai 7 jetons et plus, donc la déduction finale numéro 3. Elle vous veut. L'intérêt de Lydia envers vous était motivé par un réel désir de vous voir réussir, du moins d'après son interprétation du succès. J'ai deux choix. Lydia fait partie d'un gang privé qui vous fait chanter pour que vous les rejoigniez. Le second, Lydia fait partie d'une société secrète qui ruine ses membres potentiels afin de les reconstruire comme bon leur semble. On va partir sur le second, qui me semble être le plus proche de ce qui se passerait en tant que si un personnage devait subir l'étreinte, donc en gros, on meurt et on redevient vampire. Prodige. Lydia est ravie. Il te manque quelques pièces du puzzle, mon cher, mais la Camarilla a su se rendre invisible. Tu rejoindras le clan comme un poisson dans l'eau, Harold, et j'espère que tu surpasseras même certains de nos descendants, les plus établis. Certains des termes qu'elle utilise vous sont inconnus, mais vous avez le sentiment que vous découvrirez leur signification assez tôt. On gagne chacun, alors c'est marqué chacun, mais à dire vrai, on est tout seul. Bon. On gagne un point d'expérience, et je prends la carte effet Esprit Brillant, et là voilà cette carte Esprit Brillant, donc c'est une carte qui me permet de lancer 3 dés en plus à mon prochain test de mental, donc ça je dois le conserver, je dois le défausser pardon, après l'avoir utilisé, ou le conserver jusqu'à la fin du prochain chapitre, donc on va le placer ici. Et ensuite on me dit donc que je peux lire la fin, donc l'épilogue de ce prologue. Hop, on retourne la page et on est reparti pour cette conclusion donc de ce prologue malkavien. Cela fait maintenant presque 2 ans que Lydia vous a étreint, mais vous vous souvenez distinctement de tout, son approche sensuelle, la manière charnelle avec laquelle elle s'est soudée à votre gorge, les affres du plaisir qui ont rapidement suivi, puis la mort, la panique, du sang remplissant votre bouche et vos poumons alors que votre esprit descendait dans l'abîme. Pendant un moment qui a semblé infini, vous avez été plongé dans un endroit sombre, entre panique et folie. Puis vos yeux se sont ouverts et vous vous êtes réveillé dans un monde complètement différent. Vous êtes maintenant un Malkavien, le clan fou, comme il est souvent appelé. En réalité, les Malkaviens voient le monde pour ce qu'il est réellement. Lydia vous a appris à vous nourrir de sang et vous a fait connaître les clans de la Camarilla. Elle vous a tout enseigné sur la société de la nuit, en particulier en ce qui concerne les 6 traditions, la mascarade, le domaine, la progéniture, la responsabilité, l'hospitalité et la destruction. Vous êtes devenu comme elle, un fervent partisan de ces piliers séculaires destinés à protéger votre espèce pendant des siècles. Vous êtes membre de la Camarilla à part entière. Ce soir, une tempête fait rage. Lorsque vous regardez par la fenêtre, vous apercevez parfois des éclairs. Le tonnerre gronde en arrière-plan. Cela ressemble presque à une sorte de préfiguration, comme si un changement violent se préparait. Votre sire, Lydia, vous a quitté il n'y a pas si longtemps. Avant de partir, elle vous a informé d'une rencontre d'urgence de l'Elysium que le prince tiendra demain soir. Tout le monde a été invité. Vous supposez que cela concerne l'étrange disparition d'un groupe d'artistes proches de Betty, l'allié de Lydia. Vos yeux retournent à la fenêtre et vous regardez les gouttelettes de pluie s'écouler lentement. Vous êtes presque hypnotisé par la vue des gouttes qui se rencontrent et se percutent pour s'unir ensuite. Le bruit de la foule vous sort de votre rêverie. Il est temps d'aller chasser. Vous devrez calmer votre soif avant la réunion de demain soir. Récompense, gagnez 1 point d'expérience chacun. Et voilà, c'est la fin donc de ce prologue malkavien. Donc vous l'avez vu ici, pas d'action, pas de combat, mais de l'investigation. Ça vous permettra de voir, ça vous permet de vous introduire donc cette mécanique qui va survenir au fur et à mesure de la campagne. Donc vous avez vu que cette petite mise en place permet surtout de figurer la scène, puisque Lydia donc est ici et on n'a pas interagi avec elle. En réalité, lorsque l'on veut initier un dialogue, il faut se rapprocher et se mettre adjacent en fait à la personne pour pouvoir initier un dialogue. Mais là, vous l'avez compris, ce prologue n'est pas là, n'est pas fait pour ça, il est surtout fait
pour que vous puissiez comprendre ces fameuses phases d'investigation, avec donc une hypothèse liée à chaque jeton que l'on va investiguer, et à la fin donc une hypothèse finale qui elle est liée donc à ces différents jetons succès d'investigation que l'on aura obtenus. En parallèle, on a également donc ces jetons d'investigation numérotés qui permettent donc d'avoir des interactions différentes au moment où le livret donc vous le dira que vous possédez tel ou tel jeton. Voilà, donc comme je le disais, vous voyez cette partie-là, les dégâts on les a pas utilisés, on a utilisé de la volonté pour relancer les dés, et du sang, et bien évidemment, la soif on ne l'avait pas parce qu'on n'était pas encore un vampire à ce moment-là, mais ça y est, ça l'est devenu, puisque à la fin de ce prologue, donc cette fameuse Lydia a étreint notre Harold de Beaulieu, qui est donc devenu un Malkavien. Et voilà, c'était tout ce qu'il fallait voir concernant ce prologue. N'hésitez pas évidemment à me laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, à vous abonner pour pouvoir avoir les notifications concernant justement cette petite série, puisque la prochaine fois donc, on poursuivra avec le 3e prologue. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée sur la chaîne Jeux en Carton.